pas le procès Klaus Barbie, c'est le procès Barbie tout court. Barbie au tribunal. Je vais prendre la défense de Barbie, parce que je trouve qu'elle est super mal défendue. Alors c'est sûr qu'à la base, c'est quand même elle qui est venue chercher la merde. Elle est allée vers Johnny Depp pour lui piquer son pognon, sa célébrité, ses fans, sa carrière, pour lui piquer sa vie. C'est un peu la Laetitia Hallyday américaine. Et dans les deux cas, il y a un Johnny qui se fait couillonner. Mais s'il y a un couillonné, c'est qu'il y a un couillon quand même. Johnny Depp, à la base, il est quand même pas très net. Il est obsédé par les poupées. Il a un truc avec les poupées, avec les femmes poupées. Il y a plusieurs styles de femmes objets. Il y a les femmes fatales, les bimbos, plus des salopes. Putain, Loupiote, pars-toi, non! Ah! Mais j'ai pas envie, pousse-toi, putain! Elle me lèche la bouche, quoi, t'es lesbienne ou quoi? Putain! Et ça me fait oublier ce que je dis en plus. Les différents styles de femmes objets. Bon, et il y a les femmes, les poupées. C'est des têtes de poupées, c'est des poupées. Comme Vanessa Paradis, elle a une tête de poupée. Et ils ont fait un enfant, une fille, et ils en ont fait une poupée sexuelle. La fille de Johnny Depp, c'est une poupée sexuelle. Elle a une tête de poupée et elle appelle au sexe. Donc le mec est pas net. Il est attiré par les poupées, il transforme les êtres en poupées. Déjà, ça prouve que le mec, il est sous contrat. Et sous contrat, sous contrat, ça veut dire qu'il est lié à des forces de choséification, des forces d'instrumentalisation. Il est instrumentalisé et il instrumentalise les autres. C'est comme ça qu'il a du charisme et du swag. Ces gens-là, ces stars, elles servent à rien, parce qu'elles font rien. C'est juste des pantins qui ont le swag. Voilà, super, ta vie. Donc tant que t'es pas créateur, forcément t'es sous l'emprise des forces d'instrumentalisation. Moi j'aime pas ce genre de personnage, exemple de Johnny Depp, parce que c'est l'archétype du mec qui a une bonne tête à la base, tu vois, enfin, du mec qui a l'air sympa, tu vois, dans les films, tu peux que l'aimer, en fait. C'est le mec sympa, comme Tom Hanks ou des acteurs comme ça, et auquel tu crées donc un attachement affectif, alors qu'en fait, c'est des petits démons, quoi. Je préfère le démon qui commence à révéler son visage que le démon que le démon sympa. Donc, je préfère Amber Heard, en fait. Là, donc, c'est la première fois qu'il y a un procès filmé. Ça, c'est une grande première. Un procès, normalement, c'est pas censé être filmé. Là, il y a quelque chose de très très fort au niveau symbolique. Ce qui est nouveau, c'est que le mensonge, la simulation, est exposée au grand jour, à la face du monde, au travers de ce procès, où justement tout le jeu d'acteur et de simulation de Amber Heard a été exposé. Mais c'est pas encore suffisant, c'est pas suffisant ça, parce que ce qui se passe, c'est que tu vois plus facilement le mal sur l'autre que sur toi-même. La perversion narcissique est omniprésente chez tout le monde. Tout le monde est pervers narcissique. Étant donné que tout le monde est dissocié, tout le monde a une bestiole à l'intérieur qui garde un secret. Les gens ont tous un secret. Et oui. Les gens sont un secret. Le secret,
c'est qu'ils vivent pour leur bestiole et non pour leur être. La honte, la culpabilité, ça ne vient que de là. Ça vient du fait de ne rien faire pour se délivrer, pour délivrer son être. Mais ça vient aussi que du fait que tu vis pour ta bestiole, tu transformes les gens en choses, tu transformes tout en choses. Tu es instrumentalisé et tu instrumentalises. Ça, c'est le secret de la bestiole. Quand Johnny Depp parle, il regarde par terre. Il a honte. Il ne sait pas parler. Il est pétri de honte. Il n'est que ça, il n'est qu'un ramassis de honte. Mais comme il va gagner le procès, sa bestiole va grossir et ça ira mieux, il aura de la fierté. Il aura de la fierté. Ce qui est tout l'inverse de la dignité. Dans le réel, tout s'acquiert. La dignité, ça s'acquiert. Dans le monde de l'artifice, tout est donné. La fierté, le respect. Je me respecte. Je respecte les autres et je me respecte. Le respect, c'est de la merde. Le respect, c'est de l'idolâtrie. C'est figé le respect. À la différence de la dignité qui se développe, qui se crée, qui s'acquiert. Tout comme l'ego. L'ego, ça se développe, ça se crée, ça s'acquiert. Il y a aussi un autre truc, c'est croire en soi. Il faut croire en soi. Combien de fois tu as entendu de gens te dire hein, il faut que tu crois en toi, il faut croire en soi. C'est la pire merde, ça, croire en soi. Croire en soi, c'est croire en sa bestiole. Il n'y a pas à croire en soi, il y a à développer de la confiance en soi. La confiance en soi, ça se développe. Quand tu as confiance en toi, tu ne crois plus en toi. Le monde de la croyance, le monde des bestioles, c'est le monde de la précarité. C'est le mode survie. C'est le mode survie. Tu vis pas, tu es en survie. Le mode reptilien, c'est le mode action-réaction. Alors, tu as l'impression que tu es dans l'instantané quand tu es dans ce mode-là. Mais en fait, tu n'es pas dans l'instantané, tu es dans la mécanique. Action-réaction. L'instantanéité, c'est lié à la créativité, donc c'est lié au nouveau. C'est le mode survie en tant que tel qui fait que tu n'as pas de vie, qui fait que tu as l'impression que tu es spectateur de ta vie, qui fait que tu espères toujours que ce sera mieux plus tard. J'ai connu, moi, ça. Je me disais, plus tard, ça sera mieux. Oui, mais quand, du coup? Quand tu seras vieux, tu seras vieille, et que tu seras encore plus instable, plus fragile, là, ce sera mieux. Quand tu seras plus vieux et que la honte de toi-même aura encore plus grandi, là, ce sera mieux, non? Quand tu es dans cette logique où ce sera mieux plus tard, tu te dis à un moment donné, bah, je vais mourir, ce sera mieux après la mort. Voilà où ça mène. Ce qui fait que tu as cette sensation de ne pas vivre ta vie, c'est que tu es coupé de toi-même et que c'est que tu es dans le mode survie. Tu es dans le monde de ta bestiole. Le fait d'avoir cette sensation de rater sa vie, ou de passer à côté de quelque chose, ou d'avoir l'impression que tout va trop vite, parce que ça, c'est pas normal aussi, d'avoir l'impression que tout va trop vite. Comme les gens disent, ah, on est déjà au mois de mai. Oui, bah, du coup, t'es passé à côté de ta vie, du coup, t'es resté sur le quai, il y a le train, il est passé, mais toi, t'as rien, il y a un souci. Quand tu vis pleinement ta vie, t'as pas cette sensation que ça va trop vite. C'est que tu peux te dire que c'est lié à des contingences extérieures, que t'as pas assez d'argent, que le contexte, ton cadre de vie, ça va pas, que t'es pas avec la bonne personne. Tu peux te donner tout un tas d'excuses. C'est pas en aucun cas lié à des éléments extérieurs. C'est lié au fait que tu es coupé de toi-même. C'est lié au fait que tu n'as pas d'intimité avec toi-même.
S'il y a autant de folie dans ce monde, c'est que les gens n'ont aucune intimité avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au centre de leur univers. Quand tu es au centre de ton univers, tu deviens créateur. Ils sont toujours à la périphérie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu embarques dans des tourbillons qui ne sont pas les tiens. Il y a un tourbillon, hop, tu rentres dedans. Un autre tourbillon, hop, tu rentres dedans. Et ton tourbillon à toi, et ton univers à toi, comment se fait-il que tu ne sois pas au centre? Parce que tu n'as pas de contact avec toi-même. Tu n'as pas de centre, tu n'as pas d'axe. Donc à partir de là, tu te fais embarquer, tu comprends rien, et tu restes spectateur. Donc Amber Heard est lynchée publiquement. Ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, bon, bah, les procès ne sont pas comme en France. Le public, il y a un public, et tout dépend de ce que le public va penser, de quel côté il va se ranger. Et comme on est sur un mode dualitaire, il faut toujours qu'il y ait un gentil et un méchant. Et là, ce qui se passe, c'est que le gentil, c'est en train d'être Johnny Depp, et ce qui se passe, c'est que son procès, c'est en train de faire de lui une sorte de héros, de martyr, et en fait, il est encore en train de plus de gagner en popularité et en swag. Alors que le mec était quand même à la fin de sa carrière, niveau physique, tu vois que sa dépendance aux substances, ça l'a pas arrangé, mais là, tout d'un coup, ça y est, tout le monde le kiffe. Alors que donc Amber Heard, elle est défoncée. Ce procès est super intéressant, c'est une histoire. Et dans toute histoire, se dessine toujours une lutte entre le bien et le mal. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'avocate de Johnny Depp est présentée comme la sauveuse ou la rédemptrice. Là, je viens de voir une image où elle est en train de lire un dossier et juste au-dessus de sa tête, il y a un faisceau de lumière. Et on a l'impression de voir une sorte d'apparition. Et tant que toi-même, tu n'es pas au centre de ton univers, tu es condamné à embarquer dans des histoires, dans des scénarios, dans des tourbillons qui te maintiendront toujours dans une lutte entre le bien et le mal. La création, c'est ce qui s'oppose à l'histoire et à la dualité. Dans la création, tu as besoin des énergies négatives et positives. Mais tant que tu es à l'arrêt, tant que tu es spectateur, tu es forcément dans cette division. Et ton regard, ta perception, te feront sans cesse percevoir ou apprécier des personnes comme étant des bonnes ou des mauvaises personnes. C'est là le drame. Il n'y a pas d'autre possibilité pour sortir de cette dualité, de cette matrice, que la créativité. Pas d'autre possibilité que de devenir le centre de son univers. Dans ce monde artificiel, les personnages qui sont le plus proches de la sortie et de la rédemption, ce sont celles qui sont le plus proches de leur chute. Le personnage recherche la gloire, sans savoir que dans cette quête de gloire, c'est sa chute qui le précipite. Donc, tant qu'il n'a pas chuté, il ne peut pas naître à sa réelle nature. Tant que tu crois que ça va être mieux plus tard, tu dois attendre. Tu ne sais pas que c'est ta chute que tu précipites. Le monde du paraître ne va que vers la chute, c'est-à-dire vers la déception, la désillusion, l'ennui, le dégoût, la lassitude, le gavage, la saturation.
Donc, si... Ben, je prends la défense de Amber Heard, bon, c'est juste pour déconner, hein, mais c'est que elle est plus proche de la rédemption que Johnny Depp. Parce qu'elle est en train de chuter. Mais il se peut qu'elle qu'elle ne chute pas suffisamment. Parce que, encore une fois, tant que le personnage a de l'avoir, que ce soit de l'argent, enfin surtout de l'argent, il sera récupéré d'une manière ou d'une autre pour continuer d'être instrumentalisé et servir de vache à lait. Les bestioles sont en tant que telles des sortes de vaches à lait, les uns pour les autres, elles se vachelisent les unes les autres, elles se pompent les unes les autres et elles sont pompées aussi. C'est un monde de dégradation. Hein. Il n'y a que l'être qui est un monde d'expansion, de croissance, de développement et de créativité. Mais ce monde-là émerge de la sécheresse. Tant que tu n'as pas touché à la sécheresse du paraître, parce que tu te flattes de tes talents, quand tu creuses bien, tout le monde arrive au monde avec un petit peu de talent. Il y en a par exemple qui ont le pouvoir avec leurs mains de guérir, d'autres un talent au niveau de la voix, savent super bien chanter, d'autres un certain charme, d'autres... Il y a toujours un petit truc. Et quand tu utilises ce truc, il y a tout qui te réussit dans la vie. Mais c'est pas ce que tu as créé. Et donc voilà comment je fais la défense de Amber Heard. Alors déjà, c'est une sorte d'hommage au Barbie parce que moi, quand j'étais petite, je jouais beaucoup au Barbie. C'est grâce au Barbie que j'ai fait mon éveil de la sexualité, tout ça. Et là, j'ai recommencé une petite collection, enfin une mini collection, là c'est Barbie Sirène. Barbie Jambe de Bois. Elle est stylée celle-là. J'ai Barbie Salope forme ronde, avec des cuisses un peu plus grosses que normal. Et, vous voulez voir son slip? Eh ben vous le verrez pas. Et Ken noir hipster, avec une coupe de hipster, un pull de hipster, tout de hipster. Ah là, ils sont ensemble, ils sont copains. Je cherche à avoir Barbie handicapée. Barbie fauteuil roulant, elles sont toutes bien en fait. Là, la nouvelle gamme, elles sont toutes stylées. Donc, je prends la défense de Barbie. Voilà, comment je prends la défense de Barbie. Quand tu arrives au monde, dans une famille aisée, et que tu es un très très beau bébé, magnifique bébé, avec une tête d'ange, tu es très rapidement l'objet de convoitise. Tu es très tôt en proie aux bestioles les plus assoiffées qui soient. Les bestioles ne recherchent qu'une chose, le swag. Donc, forcément, elles aiment tout ce qui est beau. Malheur à la petite fille qui est très belle. Malheur à elle. Surtout quand elle arrive dans une famille de gens qui sont assoiffés, déjà assoiffés de pouvoir. Tous les enfants de stars à Hollywood sont des enfants créatures, des enfants objets.
des enfants instrumentalisés dès le plus jeune âge qui subissent des dissociations volontaires dans le but de créer des esclaves sous contrôle. Et Paris Hilton en a fait le témoignage, bouleversant d'ailleurs. Donc tous ces gens-là subissent ces programmes de programmation. Et Amber Heard, c'est clair qu'elle n'y a pas échappé. Qu'il y ait un programme dans le cas, par exemple, dans l'exemple de Paris Hilton, qui a été dans un centre, quand elle était adolescente, de programmation mentale, hein, qui était clairement, comment dire, dont le but était clairement de générer des dissociations et des traumas. Qu'elle soit allée dans un centre ou pas dans un centre, de toute façon, à partir du moment où ses parents ont posé leurs regards et leurs intentions sur elle, leurs intentions d'instrumentalisation, de toute façon, elle était faite déjà. Donc, il y a des photos, j'ai cherché des photos d'Amber Heard jeune. Bon, elle n'est pas vieille, mais je veux dire des photos quand elle avait 6 ans, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des photos d'elle à 17 ans, 16 ans, et il apparaît clairement qu'elle était déjà très belle, c'est-à-dire que sa beauté n'est pas le produit de retouches, de chirurgie esthétique, c'est ça que je veux dire. C'est qu'elle a déjà à la base un physique extraordinaire. Elle a déjà des proportions, déjà au niveau de sa tête et au niveau de son corps, qui sont celles d'une poupée Barbie, d'un canon absolu. Donc, c'est facile à imaginer que déjà, quand elle était toute petite, elle devait déjà être très très belle, elle devait déjà être une petite fille blonde aux yeux bleus qui doit avoir une tête d'ange. Donc, elle a été en proie très rapidement. Et quand tu es en proie très rapidement aux forces d'instrumentalisation de tes parents, du fait de ta beauté, t'es choséifié très tôt et tu n'as plus en fait tu ne peux jamais avoir de contact avec ton être. Ce qu'a subi par exemple Michael Jackson, c'est terrible parce que lui il a été instrumentalisé par son père très 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 tôt, hein, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Donc ça veut dire que le contact qu'il avait avec son être, ça remonte à quand il avait 1 an, 2 ans, c'est très enfoui tout ça. Et quand tu as été instrumentalisé dès la naissance, quand même ta naissance c'est déjà une instrumentalisation, une pré-instrumentalisation, quand tes parents ont déjà comme objectif de faire de toi quelque chose, hein, un objet, une star, peu importe, pour leur petite gloire personnelle, ben en fait, on te vole ta vie avant même que tu arrives au monde. Truc de fou. Donc, cette femme, on lui a volé sa vie. Et elle a été complètement investie par la bestiole. La bestiole était tellement grosse qu'elle a pris tout son corps. Et elle a développé une logique, une intelligence reptilienne, c'est-à-dire une intelligence de copie, d'imitation, de simulation. Donc elle est à la fois devenue actrice, mais en même temps, elle est actrice dans son comportement. Elle ne connaît que ce mode-là. C'est-à-dire, pour obtenir ce qu'elle veut, sa bestiole va jouer la comédie, en faisant la victime, en faisant la petite fille fragile, la protéger. Et comme ça, son empire va s'étendre sur la personne qu'elle a envie de bouffer. Une bestiole, ça ne sait que bouffer. Ça te pompe déjà ton propre sang, et ça pompe le sang des autres. Ça boit le sang des autres. C'est-à-dire, ça boit la substance de vie des autres. Comme les moustiques. C'est des sortes de gros moustiques, en fait. Et il y en a qui le font vraiment, pour devenir la bestiole, qui boivent du sang. Enfin, c'est des trucs de fou. Et ça se fait par glissement. Mais la bestiole, qui est dans cette logique reptilienne, va toujours travailler et perfectionner son apparence, son masque, de sympa, de joli, de sympa, de swag, de chouette, de cool. Comme Johnny Depp l'a développé à fond la caisse, quoi. C'est le mec que tout le monde aime bien, quoi. C'est le bon copain.
alors qu'il est tout ce qu'il y a de plus obscur. Donc, Amber Heard, elle a été l'objet de moqueries sur Internet où des petites meufs, des petites femmes objets, qui étaient tout aussi objets qu'elle, se moquaient d'elle en faisant sa grimace où elle est comme ça. Parce que pendant tout le procès, elle est comme ça, sauf dans les moments où elle perd le contrôle de sa comédie et elle se met à se marrer. Parce que quand tu es dissocié, sous emprise de ta bestiole, tu es complètement déraciné, tu es complètement coupé de la réalité. C'est-à-dire que même si tu es dans la merde, parce qu'elle est dans la merde, là, elle va être endettée, elle va tout perdre, hein. Tout va se retourner contre elle, enfin, pas vraiment, parce qu'elle aura toujours sa force qui va lui apporter de l'aisance matérielle aussi. Mais bon, n'empêche qu'elle est quand même bien enfoncée, que sa carrière, elle est bien abîmée, mais elle continue de se marrer, elle continue de jouir, parce que sa bestiole, c'est elle qui a tout orchestré, donc elle a son heure de gloire. Même si elle est dans la merde, du moment qu'elle est sous les projecteurs, elle est contente. Comme les gens sur Facebook, qui sont là comme des hyènes, qui n'ont pas de vie, qui sont désœuvrés. Désœuvrés, ça veut dire que tu n'as pas d'œuvre, tu n'œuvres pas, tu ne crées pas, tu es désœuvré, tu vas échouer sur Facebook, et tu vas rigoler comme une hyène à de la merde. Donc tu vas devenir un mange-merde, un mange-caca, tu vas bouffer du caca, et tu vas rigoler de bouffer de la merde. Quand tu regardes ce qui se passe sur Facebook, c'est absolument monstrueux. Franchement, c'est abject. Des gens viennent bouffer de la merde, ils se marrent, et ils aiment ça, et ils sont contents de bouffer de la merde. Putain. Ouh. Donc, elle se marre. Elle ne réalise pas à quel point elle est dans la merde. Donc, dès qu'elle a un petit moment de « merde, je suis filmée », elle reprend le contrôle et elle refait la tête. Ce que cette grimace exprime, c'est quoi? Du mépris, de la haine. La haine de la poupée Barbie. À l'intérieur d'elle, il y a de la haine. Pour détruire Johnny Depp, pour détruire quelqu'un, il faut avoir de la haine à l'intérieur. Et d'où vient cette haine? D'où vient-elle, cette haine? Eh bien, cette haine, elle vient de ce qu'elle a subi. Elle vient de tous les abus qu'elle a subis. Elle vient de l'instrumentalisation dont elle a été l'objet dès sa plus tendre enfance. Son problème, c'est que, comme elle n'a pas de contact avec elle-même, puisqu'elle est totalement dissociée, qu'elle est totalement fausse, que sa parole est fausse, que tout est faux chez elle, elle n'a pas de contact, parce que pour avoir contact, il faut avoir de la sincérité. Comme elle n'a pas de contact, elle ne sait pas où diriger sa haine. Donc elle la dirige sur le premier venu. Et quand elle joue la comédie et qu'elle dit « Je veux juste que tu me laisses tranquille, pourquoi tu m'as harcelé? Pourquoi tu m'as harcelé ?» En parlant de Johnny Depp. Elle est harcelée. Elle a été harcelée. Bien sûr qu'elle a été harcelée. Parce qu'elle est harcelée du dedans. Donc elle ne vit que dans un monde de harcèlement, de pression, d'angoisse, de désespoir. Elle a beau avoir gagné 7 millions à son divorce, pour elle, ça n'est pas assez. Parce que quand tu es dans un tel état de désespoir, de dégradation, 7 millions, pour toi, c'est comme, je sais pas moi, 5 euros. C'est de la merde. C'est pas assez. C'est de la précarité. Elle est dans la précarité. C'est ça le truc. Donc, une vraie défense, c'est une défense de l'être. Tout individu dissocié a été violé dans son être. Et sa bestialisation est la conséquence de cette dissociation et de l'entourage. C'est l'entourage qui fabrique le monstre. C'est les parents qui regardent leur bel enfant, qui se reflètent leur orgueil dans la beauté de l'enfant et qui font un monstre. Comme ces concours de beauté, aux États-Unis, on voit des petites filles de 8 ans qui sont des petits démons habillés en princesse qui dansent du country sur scène pendant qu'il y a des pédophiles qui sont en train de se branler devant. C'est le démon des parents qui est dans le gamin.
Et comme on ne donne pas les moyens à l'enfant de se défendre, d'être intelligent, de dire non, comme il n'y a pas d'intelligence dans ce monde, il n'y a que du consentement et tout le monde est démonisé. Et voilà, tant que personne ne parle avec sincérité. Le plus important dans la parole, c'est la sincérité. Quand tu as une idée en tête, quand tu commences à réfléchir, arrête de réfléchir, parle. Les idées, les réflexions, les pensées, ce sont des formes. Ça, c'est le monde de l'artifice, c'est le monde du paraître, c'est le monde de la pensée. La parole, c'est le monde du réel. Tu as une idée, c'est une forme comme ça, quand tu parles, elle va se déconstruire et elle va commencer à se dérouler, à se déconstruire et à donner quelque chose, apporter quelque chose de nouveau. D'où le lien à la création. Je vais faire un dessin. Ce sera plus parlant. Ça, c'est toi, le moi. Quand tu as des pensées ou des réflexions, voilà ce qui se passe. Idée, idée, idée. Ces idées, ces pensées, elles t'éloignent de toi-même. Elles te mettent à la périphérie de toi-même. Quand tu parles, Louga! Les idées se déconstruisent et elles te ramènent au centre de toi-même. Voilà. Le monde des pensées t'amène à l'extérieur, la parole te ramène à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un excellent point de départ de parler sur la base d'une émotion. Plutôt que de vouloir contrôler son émotion, donc entretenir le mode reptilien, le mode survie, le contrôle c'est le mode survie, parle. Là où c'est délicat, c'est que justement, quand il y a une émotion qui se manifeste, soit tu t'embarques dans la parole mécanique, soit justement tu bloques la parole. Exemple, la peur. La peur te fait bloquer la parole. Ça te bloque la cage thoracique, ça te pétrifie, ça te coupe la gorge, ça te coupe le sifflet, et tu n'arrives pas à parler. Alors que c'est là qu'il faut parler. C'est-à-dire que c'est quand tout conspire à l'intérieur de toi pour que tu ne parles pas qu'il faut parler. Et grâce à cette parole, tu développes un centre. Ce qui fait que tu n'es plus embarqué dans les tourbillons à l'extérieur de toi, mais tu es ramené progressivement au centre de ton tourbillon. C'est pour ça que j'avais... Le premier terme que j'avais trouvé pour désigner ma profession, c'était propulseuse de toupie vibratoire. Donc c'est complètement perché, mais l'image de la toupie est parfaite pour illustrer ce qui s'active en toi quand tu parles. Tu deviens cette toupie qui tourne depuis un centre, ce que Bernard de Montréal appelait le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est le cul de la toupie qui fait qu'elle peut tourner et tenir droit. Ensuite, j'avais trouvé d'autres termes comme éveilleuse de volcan, mais ça, c'est niais en fait. Et c'est orgueilleux en plus de ça. Et en parlant, il y a un terme qui m'est venu dans la parole, c'est-à-dire un terme auquel je n'avais pas prépensé, mais qui est sorti dans la parole. Et c'est ça la maïotique, l'accouchement. C'est un art. La parole, c'est un art. Et l'art en tant que tel, c'est ce qui s'oppose à l'artifice.
Nous, dans notre monde, on considère artistique tout ce qui est artificiel, tout ce qui est joli, beau. Mais l'art, c'est ce qui a trait à la transformation. Ça n'a rien à voir. Et à la création. Et le terme qui m'est venu, c'est le mot étrilleur. Celui qui contribue à ce que les individus mettent le pied à l'étrier de leur être. Et ce que j'aime dans ce mot, c'est qu'à la fois il y a le mot rieur, mais il y a aussi quelque chose d'assez agressif. Un étrilleur, on dirait qu'il va t'étriper. Oui, il va étriper tes bestioles. Et ce métier en tant que tel, c'est un art. C'est pas un pouvoir, c'est un art. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai développé dans mon expérience, dans ma propre transformation, que j'ai donc développé par moi-même. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été donné. Et je fais une petite parenthèse, si j'avais pas fait ce programme de coaching que j'ai fait il y a 4 ans, où mon coach m'avait demandé de réaliser une vidéo qui allait être présentée à un groupe, ben en fait je l'aurais jamais fait, j'aurais jamais parlé, j'aurais jamais osé affronter toutes mes peurs, cette peur de s'exposer, cette peur de se montrer, de se révéler. Donc, il y a bien quelqu'un qui m'y a poussé, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et personne ne se fait tout seul. Il y a toujours des gens dans ton parcours qui te mettent le pied à l'étrier. Ces gens-là sont en tant que tels des accoucheurs sans forcément le savoir. Ce sont des mailloticiens sans le savoir. On en a tous connu dans notre vie des gens comme ça. Et ce sont les personnes dont bah, tu te souviens parce que ils étaient sur ta vie de passage comme des compagnons que tu aurais rencontrés sur ton chemin, des gens avec qui tu as parlé, et le fait que tu aies parlé avec eux, ça t'a propulsé sur ton chemin. Et c'est bien ça la différence entre le fait de contrôler et d'instrumentaliser quelqu'un à partir de ses failles et à la différence de contribuer à ce que la personne affronte ses failles, affronte ses peurs pour pouvoir les transformer et créer à partir d'elles. Pour ceux qui auraient idéalisé Bernard de Montréal, c'est une petite anecdote que raconte Richard Glenn, la personne qu'il a interviewé toute sa vie. C'est lui qui l'a poussé, c'est lui qui l'a propulsé sur le devant de la scène. C'est lui qui l'a extirpé de son petit réseau mondain, obscur, où c'était une sorte de bête de foire qui impressionnait les petits bourgeois qui faisaient partie de clubs dégueulasses. C'est lui qui ne l'a pas pris pour son personnage. C'est lui qui lui a montré qu'il était prévisible au cours justement d'une séance où il avait écrit à l'avance ce qu'il allait dire. Et ça l'avait fait chier Bernard Montréal. Et quand il lui a dit, Richard Glenn, je t'invite à mon émission de télévision. Tu vas enregistrer ta première émission de télé. Il lui avait donné une date. Et
il devait passer à 11 heures, si je ne me trompe pas, ou 10 heures du matin. Et à 9 heures, il n'était toujours pas sur le plateau. Donc il a appelé chez lui, il est tombé sur sa femme, et sa femme lui a dit, mais non, je ne peux pas, vous le passez, il dort. Et faut pas le réveiller parce qu'il va être de très très mauvaise humeur. Donc là, Richard Glenn, il a insisté, il a dit, ah, mais je m'en fous, vous me le passez, je dois lui parler. Il a rendez-vous là. Donc il a insisté lourdement. Bernard de Montréal, qui était au pieu, il lui a répondu, ouais. Et là, Richard Glenn, il l'a engueulé, il lui a dit, Bernard! Bernard, si tu ne viens pas tout de suite, tu passes à côté de ta vie! Ou un truc comme ça, et pas avec cet accent-là, mais bon. Et là, il s'est exécuté. Donc, Richard Glenn, c'était un propulseur de toupie vibratoire. Ce qui est terrible pour des personnes comme Amber Heard, c'est du fait que elles ont quelque chose qui est convoitable, c'est-à-dire qu'elle a une beauté, donc une beauté c'est convoitable, je ne sais pas si ça se dit convoitable, eh bien, en fait, elle ne peut pas se retrouver seule, malheureusement. Et tant qu'elle ne se retrouve pas seule, elle ne peut pas avoir de rédemption. Elle se fera toujours ravoir par ceux qui voudront prendre quelque chose d'elle. C'est terrible d'être une belle femme, c'est terrible, terrible. Tout ce qui t'est donné comme artifice, que ce soit du talent, des pouvoirs, comme ces magnétiseurs qui te mettent leurs mains, et tu sens des trucs dans le corps, ça c'est de la magie. Ça t'impressionne. Comme celui qui joue super bien du piano. Mozart, vous voyez, Mozart, c'est de la merde. Mozart, c'est que de l'artifice. Mozart, c'est plat. Mozart, c'est un être qui était sous contrat, qui a été instrumentalisé par son père, qui a été dissocié et qui a été mis sous contrat de force d'instrumentalisation pour que la famille ait le swag. Mais en fait, sa musique, c'est nul à chier. C'est de la technologie froide. C'est comme un smartphone, Mozart. C'est pareil, c'est la même chose. D'ailleurs, cette musique, elle sert pour faire des pubs maintenant. Et donc, tous ces guérisseurs, c'est ceux qui vont utiliser des pouvoirs qui leur sont donnés par ces forces astrales de chosification pour impressionner les autres et faire le travail sur les autres afin qu'ils n'aient pas à le faire et qu'ils continuent d'être des instruments. Quand tu aimes quelqu'un, si tu le prends en charge et tu lui fais tout, tu ne vas pas l'aider, tu vas le mettre sous emprise. Tu vas le contrôler, tu vas en faire ta chose. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu vas être confrontant avec cette personne. Tu vas lui casser de la bestiole. Tu vas l'envoyer chier. Tu vas faire en sorte que cette personne se retrouve toute seule face à elle-même pour qu'elle puisse enfin, dans cette solitude, trouver un contact avec elle-même et une sincérité. Donc tu joueras forcément le rôle du diable dans un premier temps. Tu passeras pour un diable. Mais c'est ceux qui sont là, soi-disant pour t'aider, qui sont là pour t'enfoncer, c'est-à-dire pour te maintenir sous contrat vis-à-vis de ces forces d'instrumentalisation. J'ai fait un tour chez les bouddhistes. Le lama, la maman, la bestiolette qui te prend en charge, nous avait dit, je vais vous présenter la voie de l'éveil. Elle s'appelle la voie du grand saut. Alors moi je me suis dit, c'est génial. Putain, je vais pouvoir faire un grand saut dans le vide. Mais non, le grand saut, ça s'écrivait S-C-E-A-U. Le grand saut, le grand contrat avec les maîtres éveillés, avec les forces d'instrumentalisation. Alors tant que tu es sous le sceau de ce contrat, bah, tu es un sot, S-O-T. Et tu peux pas sauter.
Et c'est ce qui s'est passé avec Paris Hilton, parce qu'elle avait compris. Elle avait commencé à parler. Mais très tôt, très vite, tout son entourage est revenu, ses amis. Non, mais ça va aller. Non, mais gna, gna. Et maintenant, ça y est, elle est reprogrammée en mode poupée. Elle peut pas être seule. Elle peut pas. Elle a trop d'argent. Elle a trop de beauté. Donc, elle est trop. Il y a trop de gens qui sont intéressés pour traîner avec elle. Et pour la maintenir dans ce monde d'artifice. Amber Heard, si tu m'entends, ton ennemi, il est invisible. Et il est à l'intérieur de toi. Et il te projette un monde infernal. Personne n'est mauvais. Personne n'est mauvais. Aucun être humain qui arrive au monde n'est mauvais. Mais la fragmentation est telle que la personne récupère en elle des choses qui ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire que tout enfant récupère ce que ses géniteurs n'ont pas pu résoudre pour eux-mêmes. Et quelle est cette chose que les parents n'arrivent pas à résoudre pour eux-mêmes? Le contact avec eux-mêmes. Voilà où est la non-résolution de base. Tout va si vite dans les tourbillons de la vie. Quand tu t'embarques dans des tourbillons, tout s'accélère toujours plus vite. D'où cette sensation que la vie va toujours plus vite. Comment se fait-il que quand tu es enfant, le temps paraît long, très long même, et plus tu vieillis, plus ça s'accélère? Je m'étais jamais réellement posé la question. C'est lié à une perception. Il n'y a pas d'accélération du temps en tant que tel. Il n'y a que la perception qui change. Oui. Ça, c'est lié à Loupiote a peur parce qu'il y a l'orage. T'as peur, Loupiote? Elle va partir dans des tourbillons, comme ça, jusqu'à ce que ça pète. Un coup dans la salle de bain, un coup dans la chambre, un coup sur le canapé, un coup elle trouve pas sa place. Trouve ton centre, Loupiote. Parle. J'essaye de lui expliquer, mais elle comprend pas. Qui fait que, en fait, plus tu vieillis, plus tu t'embarques, plus tu es embarqué dans les tourbillons, plus tu es pris dans les tourbillons, plus la prise est forte. Donc, plus la perception du temps s'accélère aussi. J'ai fait l'expérience à plein de reprises quand je réalise quelque chose dans lequel je suis pleinement investie. En effet, tu ne vois pas le temps passer, mais ta journée prend de la densité parce que tu vis ta vie. Donc, tu n'as pas la sensation qu'il y a tout qui passe comme ça et que toi, tu vois, tu es là. Ça, c'est quand il ne se passe rien dans ta vie, que ça se passe comme ça. C'est une nouvelle manière de visualiser l'invisible, de parler de tourbillon. C'est-à-dire que, je parlais des bestioles, mais le tourbillon, c'est intéressant comme forme, parce qu'il y a une notion de
de vitesse et d'un phénomène sur lequel tu n'as pas de contrôle. Et c'est ça que font les parents, c'est-à-dire qu'ils mettent des tourbillons dans les enfants. L'enfant, il est dans son monde, mais il y a des tourbillons qui lui sont mis. Vite, il faut faire ça. Là, il y a l'école, il y a ci, il y a là. Et progressivement, il y a une programmation via ces tourbillons où tout s'accélère tout le temps et où tu es tout le temps pris, où il y a de moins en moins d'espace, où tu as moins en moins d'espace pour te déployer. Donc, quand il y a, par exemple, un burn-out ou une dépression, il y a un décrochage qui se fait vis-à-vis de ces prises, et ça, c'est l'amorce d'une remise en question pour pouvoir se recentrer et se replacer soi au centre de sa vie. Et quand tu te replaces au centre, je vérifie si... Ouais. Tu te replaces au centre, la perception du temps va elle aussi être modifiée, parce que tu vas devenir non pas simplement acteur, mais créateur de ta vie. Donc créateur de ton propre tourbillon. Et c'est marrant, il y a cette image qui me vient avec la cuisine et les parents, tu vois, qui te préparent à manger et qui te donnent à manger. Pourquoi c'est pas à l'enfant d'apprendre à se faire à manger pour lui-même? Parce que, quelque part, il y a un consentement au fait d'aller absorber le tourbillon de l'autre. Tu vois? En fait, on devrait se faire à manger pour nous-mêmes. C'est la base. Et ces choses qui ne lui appartiennent pas font d'elle un instrument qui vont la conduire à sa chute, à sa perte. Et cette chute est la condition nécessaire pour pouvoir toucher au réel. Quand tu te ramasses, tu touches le sol.